Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. À quoi sert un député de l'opposition dans le contexte togolais? C'est le sujet du jour et nous en parlons avec Jerry Komandega Tama, JETAC, comme il aime se faire appeler de plus en plus. Non, Président. C'est un bon nom, JETAC. JETAC, oui. Président du Nouvel Engagement Togolais Net, député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire Net PDP et membre de la commission des lois. Donc, pour cette seconde partie, j'ai promis revenir sur quelques cas concrets dans l'élaboration et le vote des lois, notamment la loi sur l'assurance maladie universelle et un fait de société, une mortalité maternelle sur laquelle vous vous êtes élargi sur les réseaux sociaux. Donc commençons par le vote sur l'assurance maladie universelle, par exemple. Dans quelle mesure avez-vous pesé sur cette loi-là? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on ressente votre utilité en tant que député de l'opposition à l'Assemblée nationale? Le texte sur l'assurance maladie universelle, j'ai beaucoup intervenu sur le sujet en plénière. Donc l'avantage de la plénière, c'est qu'elle est ouverte. Et ceux qui ont suivi le texte, les débats, ils peuvent reconnaître au moins que les débats ont été dans un moment assez intense. Mais quand je prends même ce que j'ai dit au niveau des intentions de vote, mon discours sur les intentions de vote, il y a 3 éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est que c'est un texte progressif. À la limite, même, je vais dire c'est un texte non abouti, mais qui marque un départ. C'est-à-dire que quand vous prenez le texte, il y a énormément de points. On dit ça va être précisé par voie réglementaire, un décret viendra préciser. Même le nom aujourd'hui de la structure qui va gérer l'assurance maladie n'est pas encore connu. Donc, je pense que c'est beaucoup plus un texte fondateur qu'un texte exécutif. Donc, on met en place les fondements de l'assurance maladie universelle. Et puis après, on va progressivement. Et la deuxième chose, c'est que nous avons insisté sur le fait que nous soyons associés au processus. Parce que, comme nous le disons, le processus n'est pas abouti. Donc, nous soyons associés au processus pour pouvoir le contrôler au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que c'est vrai, l'assurance maladie universelle, c'est une bonne chose pour permettre à tous les citoyens togolais de pouvoir bénéficier non seulement des soins, mais de l'accès aux produits à des coûts plus intéressants pour permettre aux gens de se soigner. Donc, accès aux soins et accès aux produits, c'est une bonne chose. Mais maintenant, c'est que si le projet n'est pas abouti, il faut que nous accompagnions. Le troisième élément, et ça rejoint un peu le deuxième commentaire que vous avez fait, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'assurance maladie quand le secteur de la santé a autant de problèmes? Sur la question des infrastructures et du plateau technique, par exemple. Aujourd'hui, que ce soit à l'intérieur du pays ou bien à Lomé, quand vous êtes amené à aller dans un hôpital public, parfois vous y allez avec le cœur au ventre. Souvent même vous y allez parce que vous n'avez pas le choix. C'est parce que si vous avez le choix, vous préférez aller dans une clinique. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le plateau technique, et quand on parle de plateau technique, on parle des équipements et aussi on parle du personnel. Est-ce que nous sommes prêts? Parce que ça sert à quoi d'avoir une assurance maladie si on n'a pas de soins? Donc là-dessus, le gouvernement nous a dit oui, nous reconnaissons qu'il y a des difficultés et il y a un projet de construction de 200 établissements sanitaires, il y a un projet de rénovation de 300 établissements sanitaires et puis d'équipements. Aujourd'hui, tout le monde nous demande au Togo, mais pourquoi n'a-t-on pas de scanner dans les hôpitaux? Parce que quand vous allez à l'hôpital aujourd'hui et on vous dit il faut avoir un scanner, il faut aller dans un hôpital privé et le scanner c'est 90 000 francs minimum. Donc pas à la portée de tout le monde. Donc ça fait partie des questions que nous avons posées en disant oui, mais c'est bien votre affaire de l'assurance maladie. Donc le rôle du député, c'est de pouvoir amener le gouvernement à nous expliquer et à nous dire exactement où est-ce qu'il compte aller. Et donc sur cette loi de l'assurance maladie, ce que nous avons retenu, c'est qu'il faut un texte fondateur, il faut un départ. Et donc cette loi va être un départ, mais ce n'est pas demain. On a voté la loi, si elle est promulguée dans 15 jours, ce n'est pas demain. Ça va mettre du temps. Moi, je ne dirais même pas jusqu'au niveau du plateau technique. Mais est-ce que vous vous êtes interrogé comment marche l'assurance maladie des agents publics, par exemple, qui est une sorte de prélude avant l'assurance maladie universelle? Il faut voir quels sont les couacs, quelles sont les difficultés. Est-ce que ça marche vraiment avant qu'on l'étende à tout le monde? Ça a été, au fait, on avait, je ne vais pas dire si c'est l'avantage ou bien on avait le fait que on avait le ministre chargé de développement à la base, mais des directrices
de l'assurance maladie qui était là. Et oui, je peux vous dire que les questions n'ont pas tardé. Aujourd'hui, c'est vrai que le ressenti de tous ceux qui sont aujourd'hui bénéficiaires de l'INAM, toutes les questions qui ont tourné autour, c'est que le système n'est pas si efficace que ça. D'abord au niveau du choix des médicaments, parce que de moins en moins de médicaments, de plus en plus de médicaments déclassifiés. Déclassifiés, donc on nous dit oui, mais écoutez, on prend le principe actif des médicaments et l'assurance essaie de gagner, de faire des économies. Donc quand vous avez un médicament de 1000 francs, un médicament de 100 francs, s'ils ont le même principe actif, les médecins auront tendance à prescrire peut-être le médicament de 100 francs et de 1000 francs parce que peut-être c'est mieux présenté, ainsi de suite. Alors que nous, sachant que c'est le même principe actif, on demandera à rembourser uniquement le médicament de 100 francs. Donc ça, c'est l'explication qu'on nous a donnée. Nos compatriotes qui nous suivent peuvent comprendre que c'est l'une des explications. Les gens disent, écoutez, il y a certaines maladies pour lesquelles on dit il faut aller signer un accord parce que, en fait, c'est pas toutes les maladies. Une entente préalable, alors que la maladie n'attend pas l'attente préalable. Donc ça fait partie des problèmes. Aujourd'hui, je pense qu'il est question, même au niveau de l'INAM, de peut-être numériser le système pour faire en sorte que les cartes, par exemple, des assurés soient des cartes digitales pour accélérer le processus. Et puis les gens vous disent, mais parfois, honnêtement, le processus, il est très long. Il y a des choses qui ne sont pas prises en compte, il y a des choses qui sont plafonnées. Mais je peux aussi vous dire que dans tous les pays, sur tous les systèmes qui sont mis en place, il y a toujours des critiques du système. Si mais la question aujourd'hui, c'est de savoir si on ne peut pas se baser sur les imperfections de l'INAM pour faire en sorte que l'INAM, c'est autour de 104 abonnés, 104 000 abonnés. L'assurance maladie va viser à peu près, peut-être, si c'est tout le pays, ça va être peut-être entre 5 et 6 millions. Avec l'INAM, on a affaire à des agents publics qui sont connus, identifiés, avec des revenus réguliers qu'on prélève à la source. Mais quand on passera à l'assurance maladie universelle... Je dirais que vous êtes député, ça fait partie des questions que nous avons posées. C'est-à-dire qu'en disant, écoutez, d'abord, c'est que quand vous... Mais il faut préciser deux choses. Et on va profiter de ce plateau pour faire la pédagogie parlementaire. C'est que l'assurance maladie universelle, l'AMU, au Togo, se décline en deux régimes. Il y a le régime d'assurance maladie obligatoire, le RAMO, où c'est des gens qui sont identifiés comme ayant des revenus, même si c'est dans le domaine privé informel, qui ont des revenus, donc qui seront amenés. Pour le moment, on ne dit même pas combien les gens vont cotiser. Et ça va partir des questions que moi, personnellement, j'ai posées. Quel va être le taux? Par exemple, on sait qu'au niveau des fonctionnaires, c'est 3,5%. OK? Mais quel va être le taux de leur salaire? Et l'État complète les 3,5%, ça fait 7%. Mais quel va être le taux qu'on va imposer même aux salariés, ainsi de suite? Ça, pour le moment, ce n'est pas encore défini. Maintenant, donc, les gens qui ont des revenus, qu'ils soient du milieu formel ou informel, vont faire donc le rameau. Et puis, le deuxième régime, c'est le régime d'aide médicale. Ça veut dire que c'est les gens qui sont considérés comme des indigents, qui n'ont vraiment pas la capacité de cotiser. Et le principe de solidarité veut qu'on prenne en compte ces personnes-là. Et donc, c'est les deux systèmes. Mais comment est-ce qu'on va aussi définir les personnes? Les indigents. Les indigents, sur quels critères? Donc, tout ça, on a un flou, mais on nous dit ça va être précisé au fur et à mesure. C'est pour ça que je vous dis, le régime d'assurance maladie qu'on a voté à l'Assemblée nationale, il est juste un point de départ. Mais ça va mettre du temps, ça va mettre des années, à mon sens, avant que le système ne soit complètement consolidé. Et moi, j'aurais préféré qu'on s'appuie aussi sur des... Moi, j'ai donné à plusieurs reprises l'exemple de la Côte d'Ivoire. Eux, ils ont mis le CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Les gens savent que les paysans, ensuite, vous avez 1000 francs à cotiser. Mais le gros problème du Togo, c'est que nous disons un régime d'assurance maladie obligatoire. Ça veut dire qu'il est obligatoire pour tout le monde. Mais comment est-ce que vous allez rendre quelque chose obligatoire, par exemple, chez des personnes qui sont de l'informel? Et les fonctionnaires aujourd'hui, ils se plaignent, mais ils savent qu'on leur prélève, donc qu'ils se plaignent ou pas, ils vont quand même continuer. Mais si c'est moi qui dois cotiser, et puis je vois que les services ne sont pas bons, j'arrête de cotiser. Donc comment est-ce qu'on va rendre la chose obligatoire? Voilà, c'est là la question, surtout dans un pays où 50% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Donc il y a énormément de questions. Ils sont très très nombreux à vous poser des questions dans tous les sens. Je voulais relayer tout à l'heure le temps qu'on évoque ce que vous avez appelé sur votre page Facebook Ornella Gate, oui. Du nom de cette jeune dame togolaise de 29 ans qui est décédée en allant donner la vie dans un centre de santé public. Il paraît qu'elle est tombée de sa table
d'accouchement, oui. Ce qui aurait provoqué donc son décès. Les enquêtes sont en cours. Mais la question que je voudrais vous poser en tant que député, comment traitez-vous ce sujet pour que efficacement lumière soit faite sur ce sujet et que... non, la première des choses à faire, c'est faire une interpellation du ministre. Mais vous ne l'avez pas encore fait. Nous, l'interpellation sur ma table, elle va être envoyée dès lundi. Oui, faire une interpellation du ministre pour comprendre. Mais nous revenons encore à ce que j'ai dit dans la première partie du débat. C'est que vous interpellez le ministre, vous avez deux types d'interpellation, une interpellation écrite ou orale. Orale, en fonction de la disponibilité. Bientôt, nous allons rentrer dans une période de travail budgétaire. Donc, vous avez la possibilité de faire une interpellation orale. Ou bien faire une interpellation écrite. Moi, je me privilégie l'interpellation écrite parce que, en fait, elle n'est pas dépendante de l'organisation des séances. Maintenant, quand vous avez interpellé le ministre, il vous donne en réalité la réponse hypothèse numéro 1 qu'il a envie de vous donner, ou bien la réponse qu'il a à sa disposition. Il ne peut pas faire plus. C'est-à-dire que ce n'est pas un débat en ping-pong. C'est-à-dire que vous lui demandez, j'aimerais comprendre comment est-ce que ça s'est fait. Et aujourd'hui, sur la base des informations que nous avons, on va vous dire, monsieur le député, nous avons aussi été informés de la situation, nous avons fait des investigations et nous avons, en fonction de ce que nous donne la loi, nous avons suspendu pour une mise à pied de 15 jours, parce que c'est le maximum qu'en tant que ministre, je peux mettre en place, en attendant de saisir le ministre de la fonction publique qui peut mettre en place une commission disciplinaire. Nous avons fait ce que nous pourrions faire et nous avons ce qui se fait la plupart du temps dans tous les ministères. Nous avons aussi fait une sensibilisation sur le respect d'abord même du serment d'Hippocrate et puis le respect de la déontologie en ce qui concerne le personnel médical. Mais c'est la réponse qu'on va vous donner. Parce que vous ne pouvez pas... C'est-à-dire qu'on dit l'arbre ne donne que les fruits qu'elle est en mesure de faire. C'est-à-dire que le ministre, il vous donnera les réponses qui est à son niveau. Vous pouvez ne pas être satisfait des réponses, mais même s'il était là, c'est la réponse qu'il vous donnera. Mais est-ce que vous ne manquez pas de spontanéité, vous, député, sur ce genre de questions? Non, mais la spontanéité, c'est quoi? Je n'ai pas vu de communication officielle de partis politiques, comme vous le faites parfois sur des menus frettins, mais sur un sujet de telle importance, vous avez écrit avec votre style, aujourd'hui étant compatible avec les réseaux sociaux. Vous avez publié sur les réseaux sociaux, mais cela s'arrête là. Non, attention, deux choses. La première, c'est que il ne faut pas minimiser l'effet des réseaux sociaux. Je me suis rendu compte sur ma très courte carrière que parfois, même des textes écrits sur une page Facebook comme la mienne, qui a quand même près de 80 000 abonnés à l'échelle togolaise, parfois produit même des résultats plus concrets qu'une interpellation gouvernementale. Donc, oui, mais vous pouvez faire les deux. Non, ce que je dis, non. Communication officielle, des conférences de presse, par exemple, vous en faites sur des sujets moins sérieux. Vous savez, moi je considère, c'est pour ça que je vous ai dit, oui, il y a une interpellation. Mais il ne faut pas non plus sauter sur le sujet. Ce n'est pas parce que quelque chose est sur la place publique et fait buzz que vous allez sauter sur le sujet. Ce que nous faisons, nous, en tant que députés responsables, c'est que quand il y a un sujet, nous essayons de... Moi, par exemple, j'ai envoyé des gens, je ne dirais pas qui, aller s'informer au niveau du CHU pour voir de quoi il s'en est retourné, aller voir au niveau de la famille, sans forcément dire nous venons de la part du député Tama, pour savoir de quoi il en est retourné. Parce que le nombre de fois où parfois nous, les acteurs politiques, on saute sur un sujet parce que ça fait buzz, et après on se rend compte que non, en réalité, c'est pas et puis on devient personne ne vous demande de faire le buzz. Non, c'est pour ça que je dis... Ces informations, vous pouvez les vérifier en une journée. C'est pour ça que... Non, et en 48 heures, c'est pour ça que je dis, sur le sujet. C'est pour ça que je dis, une fois que la vérification a été faite, moi aujourd'hui, je considère que étant député et un acteur parlementaire, j'ai plus intérêt à passer par la voie parlementaire que de prendre un communiqué. On en pond tous les jours régulièrement. Oui, le net est ahuri, estomaqué, furieux, ne comprend pas le système. Bon, ok, quand vous avez fini de faire ça, ça change quoi? Mais quand j'ai lu votre publication sur Facebook, bien sûr, vous avez voulu relayer l'information, mais en fin de compte, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une forme de banalisation de ces genres d'actes parce que dans votre justification des faits, vous avez relevé un certain nombre de dysfonctionnements, de pratiques anormales, aussi bien au sein de l'appareil de santé qu'ailleurs au Togo. Pour expliquer que ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive tous les jours. Peut-être je vais choquer certaines personnes, mais oui, malheureusement. C'est-à-dire qu'à la limite, aujourd'hui, nous pouvons même dire tant mieux que peut-être la personne donnée là, la situation, elle fait que cette affaire est devenue un buzz. Parce que tous ceux qui fréquentent nos centres de santé, je peux vous dire que par jour,
je peux pas, j'ai pas des statistiques, mais il y a au minimum une personne qui meurt dans nos centres de santé du fait soit de la négligence ou bien du mauvais comportement de nos agents. Donc oui, s'il faut dire banalisation, mais c'est des choses courantes. Des gens arrivent aux urgences avec une plaie, parfois le crâne ouvert, et on vous dit, mais écoutez, si personne n'amène de l'argent, ben, la personne reste là-bas et puis la personne en meurt. On l'envoie dans les anonymes au niveau de la morgue. Et au bout d'un certain temps, je pense 3 mois, si personne est là, on l'élimine de façon anonyme. Et il y a des gens aujourd'hui qui ont vu leurs parents enterrés de façon anonyme parce qu'ils n'ont jamais imaginé un seul mois que la personne pouvait mourir et se retrouver à la morgue. C'est une réalité. On peut dire, oui, ben, est-ce que vous banalisez? C'est une réalité. Une réalité mais sur laquelle vous n'avez pas interpellé le ministre de la Santé. Non, mais ça, c'est pour ça que je dis, bon, au fait, vous avez le droit de faire ma... Mais vous avez déjà dit que m'interpeller, ça ne sert que... D'être contradictoire, mais je peux vous dire que chaque fois... Vous savez, l'un des rares moments où nous avons les ministres, c'est l'étude du budget. Donc, puisque tous les ministres viennent défendre le budget, et quand ils arrivent, on a le débat général. Donc, je peux vous dire que depuis 2 ans, chaque fois que le ministre de la Santé est passé, nous avons parlé de ces 3 questions. La question des infrastructures, la question du personnel, parce que, attention, nous faisons une chose, nous faisons le procès des agents de santé sans tenir aussi compte des conditions dans lesquelles ils travaillent. Parfois, vous avez un seul agent de santé qui a à charge une trentaine, une quarantaine de patients. C'est vrai que le patient, quand il arrive à l'hôpital, c'est son problème. C'est-à-dire que lui, il est malade, il veut qu'on le soigne. Mais quand vous arrivez dans un hôpital où il n'y a que 10 lits et vous êtes 20, et quand vous dites, bah, écoutez, attendez, pour le moment, on n'a pas de lit, bien entendu, vous qui venez, vous êtes furieux en disant, moi, je suis arrivé, on n'a pas dans du lit. Mais l'ennui, c'est que le pauvre qui est là, c'est qu'il n'a pas d'autre lit. Mais vous savez, par exemple, au niveau des services de réanimation et puis même dans des blocs opératoires, il y a eu des blocs où, mais quand on coupe le courant, le groupe ne marche pas. Et il y a des gens qui sont trouvés ouverts en attendant. On dit, on espère qu'on va ramener le courant assez rapidement. Mais justement, est-ce que ce n'est pas à vous de relayer ces informations mais c'est ce que je dis, au pouvoir public? Visiblement, on ne vous entend pas parce que peut-être vous êtes coupé des moyens de pression. Finalement, une opposition sans pression, est-ce que ce n'est pas comme un serpent sans venin? Non, dites-moi une chose. C'est qu'au fait, à la limite, vous prenez la mauvaise personne. Parce que quelqu'un va à une élection, il est élu, que ce soit député ou président de la République. Il est élu par une population. Il a un projet de campagne et c'est sur ce projet de campagne qu'il est élu. Mais en réalité, il n'a pas besoin que l'opposition lui dise ce qu'il faut faire. Mais justement, c'est votre rôle. Non, mais celui qui est élu ne peut pas avoir l'œil sur tous les problèmes au même moment. Vous imaginez ce qui serait si on imagine un seul instant que le ministre de la Santé ne connaît pas les problèmes inhérents à notre hôpital. Ça voudrait dire éventuellement qu'il ne va pas sur le terrain, encore que tout le reste, c'est quand même quelqu'un du métier. Donc, attention, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, insinuer un seul instant que les ministres qui sont à charge de certains dossiers ne sont pas au courant de ce qu'ils veulent, ça voudrait dire qu'ils sont incompétents, ce que je ne crois pas. Donc, il y a une différence entre la réalité qu'il y a sur le terrain et les moyens peut-être mis à la disposition des gens. Et puis, tout à l'heure, nous avons dit une chose. Quand on parle de la dame Ornella, au-delà du fait que peut-être les équipements ne suivent pas, mais il y a des problèmes de comportement. Mais maintenant, le problème de comportement des individus, moi, quand je regarde les témoignages que les gens sont venus faire, vous ne pouvez pas, et vous n'avez aucun moyen en dehors de la sanction dont on parle actuellement. Vous ne pouvez pas être derrière chaque infirmier, chaque médecin, chaque sage-femme pour s'assurer que cette personne respecte la déontologie. Je ne suis pas sûr que demain, si Jerry Tama devient président du Togo, ce que je souhaiterais, bien entendu pour moi et pour ceux qui nous suivent, que les mauvais comportements vont disparaître comme par enchantement parce que certaines personnes, c'est de l'éducation de base. Si vous avez une mauvaise éducation, vous pouvez devenir médecin, vous pouvez devenir infirmier, votre mauvaise éducation vous suit. Mais est-ce que c'est un problème de santé simplement? Si on n'a pas d'empathie. Est-ce que ce n'est pas une crise sociétale? On a une crise sociétale. Les Africains, de façon générale, travaillent avec beaucoup de complaisance. Je l'ai écrit, quand vous dites j'ai écrit, j'ai dit nous avons un problème sociétal, comportemental, c'est que beaucoup d'Africains, dès qu'ils sont dépositaires d'une once d'autorité, en abusent et parfois, bien entendu, ne font pas preuve d'exemplarité. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens, une bonne partie des gens qui se plaignent aujourd'hui, c'est pas dit. Et j'ai eu des témoignages où, de temps en temps, j'avais des gens qui disent « Oui, mais moi, je suis arrivé dans un centre de santé. Moi, je suis du métier. Les autres, ils ne savent pas que je suis du métier. Ils ont commencé à avoir des attitudes. Et après, il a fallu que je leur dise que je suis du métier pour qu'ils changent. » Mais si ça, c'est toute la personne qui est en train de vous faire ce commentaire-là, fait exactement la même chose que ses collègues quand il est dans son truc. Donc, on a un problème comportemental sociétal.
Même on peut même dire on a un problème existentiel, c'est que dès que nous sommes un peu dépositaires d'une petite once d'autorité, mais regardez autour de vous. Vous avez un jeune homme qui est dans le quartier qui vous respectait. Le jour où il trouve un poste, vous voyez la façon dont il vous parle, ça change. Parce qu'il est dépositaire d'une once d'autorité. On te met une simple caissière. Je n'ai rien contre la caissière, mais quand vous arrivez peut-être même pour prendre un ticket quelque part, la façon dont la caissière est en train de faire son WhatsApp, dites madame, je suis pressé. Vous-même, votre problème, c'est quoi? Mais c'est à la limite, voilà quoi. C'est-à-dire que maintenant, si vous dites, ah oui, mais c'est telle personne, ah ok. Mais c'est-à-dire que c'est à tous les niveaux. On dit oui, vous les députés ou les ministres, machin, vous qui êtes un peu en haut, en bas là, vous êtes arrogants. C'est pas vrai, c'est donner une once de pouvoir. Je ne vais pas dire en africain parce qu'il n'est pas généralisé, mais c'est que dès qu'on a une once de pouvoir, on en abuse. Christophe nous écrit Datapame. Bonjour à l'honorable Jerry Tama. La dernière fois, j'ai suivi le président de la Cour suprême suspendre jusqu'à nouvel ordre la démolition, l'expulsion des individus qu'on juge d'occupation illégale des parcelles. Pensez-vous que cette disposition suffit pour régler les problèmes fonciers au Togo? Moi, je trouve que cette décision arrange aussi ceux qui occupent de façon illégale les parcelles. C'est vrai que le président de la Cour suprême est monté au créneau pour faire, comment on dit, une mise au point sur cette question d'expulsion, surtout massive. Hein. Il s'agit de déguerpissement de masse concernant certains villages. Il a mis son veto en attendant donc un conformément au nouveau code foncier. Et votre téléspectateur vous demande si ça peut régler le problème. Non, ça ne peut pas régler parce que vous savez, dans le problème foncier, il n'y a pas de mesure miracle. Parce que vous avez des responsabilités à tous les niveaux. Comme il le dit, il y a des gens qui occupent illégalement des maisons, des habitations. Est-ce que moi, qui suis le propriétaire ou bien le propriétaire réel, est-ce que je peux accepter que quelqu'un occupe illégalement un bâtiment, un terrain, et sans que je ne puisse jouir de mes droits? Donc c'est vrai qu'il n'y a pas, moi je pense que c'est une mesure conservatoire, mais il n'y a pas de... Aujourd'hui, moi je pense qu'il y a une initiative qui a été prise, c'est-à-dire qu'il faut numériser tout le cadastre togolais pour faire en sorte que tous les problèmes qui sont liés d'abord aux double ventes, aux triple ventes, ainsi de suite. Sinon, c'est une mesure conservatoire qu'on peut attaquer aussi. C'est-à-dire qu'un propriétaire peut décider d'attaquer cette mesure-là au niveau du tribunal administratif et il peut éventuellement avoir raison. Mais une numérisation dans ce concept, est-ce que ça peut régler le problème? Non, parce qu'en fait, ce sera la numérisation des problèmes. Non, une bonne partie des problèmes aujourd'hui liés au double vente, c'est que quand vous allez acheter un terrain, on vous donne un papier. Ok, vous arrivez chez vous, vous n'avez pas une obligation dans l'immédiat d'aller immatriculer. À l'époque, on faisait les 3 tampons, vous allez faire votre tampon, vous êtes tranquille. Mais c'est que le même terrain peut être revendu, soit par la même personne, ou bien par une autre personne, parce que le seul papier qu'il prend, c'est ça. Maintenant, c'est que s'il y a une procédure qui fait que il suffit de prendre les références du lot et d'aller accéder par exemple à une plateforme numérique qui peut être un site internet, faire rentrer les références avec une géolocalisation pour dire écoutez, je vais acheter le terrain ici, est-ce que ce terrain est déjà pris ou pas? Donc si on arrive à faire par exemple une telle méthode, c'est qu'automatiquement on vous dira un truc rouge sortira pour des ping ping ping, non c'est déjà vendu, c'est déjà vendu, voilà. Mais une fois encore, est-ce qu'on n'est pas face à une crise morale sociétale? Parce oui, que bien sûr. Aussi bien les acheteurs que les vendeurs, généralement sur les problèmes fonciers, parfois eux aussi on a un problème au Togo, c'est que tu n'as pas quelqu'un si tu n'as pas ton petit chez. Et ça c'est un problème aussi sociétal. Dans d'autres pays, je ne vais pas citer, si tu n'as pas une belle voiture, tu n'as pas quelqu'un. Par exemple, chez nos amis du Bénin, une belle voiture, c'est bien. Mais une belle maison, bon, oui, tant qu'à faire. Mais au Togo, si tu n'as pas une maison, c'est que tu n'as pas un homme. Même le gars qui a acheté un quart de l'eau et qui a construit un pacha va se moquer de toi pour dire qu'il fait tout ça, est-ce qu'il a construit. Donc il me faut rapidement une maison aussi, tu as un problème si tu n'as pas. Sinon moi j'ai construit. Si tu n'as pas construit, tu ne peux pas me poser des questions sur la panère. Donc, c'est un problème qui en induit un autre, c'est qu'il y a une frénésie vis-à-vis des maisons. C'est que tout le monde va acheter un terrain. Et donc, parfois, même quand vous voulez acheter un terrain, vous dites non, il y a peut-être un problème. Tu dis, oh, le prix auquel on me vend, la garantie qu'on m'a donnée, machin truc. Et puis maintenant, il y a beaucoup de personnes véreuses qui profitent de cette situation, de cette frénésie et qui font ce qu'elles veulent. Et puis, vous savez, par exemple, peut-être, moi, je pense que peut-être il faudra voir dans le code électoral, dans le code pénal, s'il ne faut pas corser les sanctions. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des vendeurs frauduleux professionnels. Ils te vendent un terrain à 30 millions. Quand on l'attrape, on l'envoie en prison, il fait 6 mois, il sort. Ils s'en foutent.
C'est-à-dire qu'ils revendent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le yo-yo, ils te vendent un terrain à 30 millions, 50 millions. Quand on attrape, ils disent que non, l'argent est parti, il n'y a plus rien. On dit, OK, d'accord, prison. Il va faire 6 mois, 12, peut-être 12 mois avec 6 mois de sursis. Il fait 6 mois, il sort, il a 7, 30 millions, il revend encore. Donc, aujourd'hui, c'est un problème qu'on ne peut pas régler d'un coup de baguette. Il faut faire un travail sur la numérisation, c'est une proposition, hein, mais il faut faire un travail sur le long terme. Et puis, peut-être sensibiliser les gens en disant, avant d'acheter un terrain, allez vous assurer vraiment qu'au niveau du service du CASA, ce terrain-là n'est pas déjà enregistré avant de faire chose. Et puis, peut-être même la loi peut intervenir en disant, avant d'avoir un certificat de vente, il faut absolument qu'il soit visé par les services de la mairie. Et pour cela, c'est que, les services de la mairie vont vérifier si le terrain n'est pas déjà vendu, si le terrain n'est pas déjà un propriétaire. Parce qu'aujourd'hui, les tribunaux sont engorgés des problèmes liés au foncier, et au point où les juges n'arrivent pas à faire autre chose en dehors de tous les jours, c'est foncier, et des gens en meurent malheureusement. Sodigbe Kofi Aliou, depuis Adido Gomé, je voudrais vous poser quelques questions. J'aimerais savoir si le pouvoir est-il vraiment séparé au Togo? Est-ce que le pouvoir est vraiment séparé au Togo? Pourquoi le Togo n'est pas capable de voter des lois qui cadrent avec nos réalités? Pourquoi, après le vote, on ne les retrouve plus? Sodigbe Kofi Aliou. Non, en fait, le gros problème qu'il y a, moi je milite pour que l'Assemblée nationale, même si ce n'est qu'une page web avec la transmission des débats en direct, c'est que beaucoup de choses qui sont faites à l'Assemblée nationale, ne sont pas souvent relayées. Et c'est aujourd'hui pourquoi beaucoup de personnes apprécient que je remette les lois qu'on vote à l'Assemblée sur notre page Facebook, qu'on puisse les commenter, qu'on fasse même des émissions vidéo pour expliquer le pourquoi de telle ou telle loi. Maintenant, quand une loi est votée, il faut savoir que dans les 15 jours, elle est promulguée. Et après, vous avez ce qu'on appelle les décrets d'application. Notre ami ne voit pas les lois parce qu'une simple loi peut faire l'objet de plusieurs décrets d'application. Et je suis sûr qu'il y a des lois qu'on a votées qui ont leur décret d'application, qui le concernent, mais il ne sait pas que c'est cette loi qui le concerne parce que, encore une fois, si vous n'êtes pas intéressé par le milieu, c'est différent. Maintenant, quand il dit que les lois ne tiennent pas compte des volontés des populations, moi, le nombre de fois où j'ai demandé, par exemple, aux gens, dites-moi, par exemple, des secteurs sur lesquels vous souhaiteriez qu'on intervienne, même si nous sommes minoritaires aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, le domaine de la loi, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Et parfois, vous avez l'impression que oui, mais les lois ne servent à rien. Mais la plupart du temps, tout ce que l'exécutif fait, il le fait sur la base des lois que nous avons votées. C'est-à-dire que l'exécutif ne fait rien qui s'en base légale. C'est pour ça que vous voyez, que ce soit un décret, que ce soit un arrêté, on dit toujours vu, et on cite les références légales de toutes les lois, donc les références juridiques de toutes les lois. Donc ça ne se fait pas au hasard, mais c'est vrai que c'est très compliqué quand vous n'êtes pas dans le domaine, vous ne comprenez pas forcément. Mais maintenant, si notre ami a des propositions... mais où trouvez les lois que vous votez? Mais elles se retrouvent sur d'abord le site du journal officiel, où elles sont transmises, et elles se retrouvent dans le journal officiel, vous pouvez vous abonner, mais elles se retrouvent sur le site du journal officiel. L'Assemblée nationale n'a pas encore, et ça je le regrette, normalement l'Assemblée nationale doit avoir une base de données qui référence toutes les lois, mais vous avez aussi... Est-ce que vous ne pouvez pas les publier sur votre site mais moi je le fais régulièrement. Non, je parle de l'Assemblée nationale. Oui, mais le problème, attention, c'est que on ne peut les promulguer qu'aprre leur promulgation. Oui, mais promulgation, c'est 14 jours. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, l'Assemblée nationale aurait dû, moi, je lutte pour ça depuis longtemps, en disant il faut que l'Assemblée nationale, que quand quelqu'un cherche une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, qu'il a... Est-ce que les lois sont secrètes? Non. La preuve, c'est quand on vote la loi, les lois lors des parce que parfois, même des chefs de partis politiques ont du mal à retrouver les lois que vous votez. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Quand moi, j'étais pas à l'Assemblée nationale, j'ai beaucoup de députés de l'opposition, quand tu les appelles pour dire une loi a été votée, non, c'est difficile. Moi, aujourd'hui, tu me demandes, je t'envoie ça par voie numérique, il n'y a pas de problème. Oui, mais où est-ce que vous les trouvez et les autres? Ah oui, mais maintenant, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui sont égoïstes, il y a des gens qui partagent pas leur morceau de viande à la maison. C'est pareil. Quand les lois sont votées, elles ne vous sont pas distribuées en tant que député. Non, la loi qui est votée définitivement est différente du texte. C'est pour ça la plupart du temps... je parle des lois votées. Non, par exemple, comme la loi sur l'assurance maladie universelle. Après le vote, est-ce que chaque député n'a pas copie de ce qu'il a voté? Non, après le vote, la loi, elle doit passer par hypothèse numéro 1. Elle est homologuée par le président de la République. OK? Ou bien elle repasse au niveau de la Cour constitutionnelle. Bon, maintenant, il faut savoir que la plupart du temps, même lors de la plénière, on fait des observations. Maintenant, le député qui le souhaite, moi je le demande tout le temps, la loi définitive qui a quitté, si elle n'a pas été modifiée, je demande qu'on me la donne.
Mais aujourd'hui, nous avons... On vous donne toujours copie? Oui, on me donne copie, il n'y a pas de problème. C'est que parfois aussi, je pense, c'est des choses que je regrette. Normalement, aujourd'hui, on devait avoir un intranet. Ça fait 3 ans, on dit que c'est en cours. L'Assemblée nationale doit avoir un intranet qui permet à chaque député d'avoir accès à des ressources de l'Assemblée nationale. Ça n'existe pas encore, c'est dommage. Mais bon, c'est en cours, ça fait longtemps qu'on dit c'est en cours. J'espère qu'on va le faire avant la fin de cette législature. Mais si on avait un intranet, c'est des ressources auxquelles on a accès automatiquement. Et quel que soit là où tu es, même sur ton smartphone, quand un citoyen te demande une loi, tu chercher, tu lui envoies. Bon, ils sont très nombreux à vouloir vous poser des questions. Nos téléspectateurs et nos auditeurs aussi, parce que vous êtes suivis sur New World Radio. C'est bien. 90.5. Vous avez une très bonne chaîne que j'écoute régulièrement. Merci. Non, je le dis sans... Vous nous devez des lampadaires. Alors, bonsoir à votre invité. À quoi sert un député de l'opposition pour lui, pour Essa Fadi Kenny, sans embâche, un député de l'opposition, ça sert au bavardage, comme vous le faites, comme le fait votre invité maintenant. Un peu plus sérieux, je dirais que dans un système où l'opposition est très minoritaire, il est difficile de faire bouger les lignes au niveau du vote des lois. J'admire le courage de votre invité, mais malheureusement au Togo, le peuple n'arrive pas à suivre les acteurs politiques est opposant au Togo, celui qui insulte et dénigre le pouvoir. Voilà. C'est pourquoi nous avons un des partis comme l'UFC-ANC, très récemment le PNP, qui sont des conglomérats sans contenu ni vision, mais qui sont portés au triomphe. Ben voilà, je pense que je viens de trouver un adhérent du net, c'est bien. Donc dites-lui que je lui donne mon adresse à la sortie de cette émission. Non, mais au fait, il résume ce que nous disons. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au Togo, pour être un bon opposant, il faut dire 50 ans, ça suffit, dégager, machin, truc. Oui, ça sont un élément. Et puis, à la limite, si ça marchait, personne ne s'en plaindrait. Mais aujourd'hui, nous avons une approche constructive. Elle n'est pas toujours joyeuse, elle n'est pas toujours valorisée. Si à chaque fois que un texte arrive à l'Assemblée, vous ne quittez pas le Parlement pour dire non, ah non, vous n'êtes pas un vrai opposant. Mais je peux vous dire que quand un texte arrive et que nous arrivons à le modifier lors de débats en commission, pourquoi voulez-vous qu'on quitte ? C'est ça le problème. Donc du coup, oui, les gens nous verront toujours comme de bons bavards, mais c'est bien, il faut aussi des bavards pour occuper le temps de nos honnêtes concitoyens le dimanche entre midi et 14h. C'est important aussi. Est-ce que ce n'est pas vrai de temps en temps, hein, quand on vous tense, notamment, la dernière fois, j'ai suivi une bisbille entre vous, un parti de l'opposition, notamment l'ANC. Oui, qui nous dit que nous sommes des partis acquis au pouvoir, oui. Oui, parce que vous n'aboyez pas souvent. Oui, mais si vous aboyez que la caravane passe sans vous regarder, ça sert à quoi ? À la limite, moi, je préfère mordre les mollets de quelqu'un, parce que le chien qui aboie ne mord pas. Goza nous écrit depuis Agoué. Bonjour, l'honorable député. Est-ce que les difficultés à réaliser des projets d'enquête, à faire de meilleures lois et à contrôler de manière efficace, effective l'action du gouvernement, est-ce que ces difficultés ne sont pas dues au clivage partisan, appartenance politique des députés ? Partant de là, pourquoi ne pas mettre dans notre Assemblée nationale des spécialistes ou experts politiquement neutres au lieu d'y installer des personnes qui n'agissent que pour l'intérêt de leur parti politique, même si leur action entrave le développement du pays ? C'est Goza qui nous écrit. Non, mais d'abord, c'est qu'une élection une élection législative, c'est des candidats, que ce soit indépendants ou bien de partis politiques. Donc, vous n'allez pas dire, on va sélectionner les gens sur leurs compétences. Maintenant, les partis politiques sont libres de dire, OK, si j'ai envie d'envoyer telle personne à l'Assemblée, et si j'ai des chances de le faire, je préfère envoyer quelqu'un qui est compétent. Mais ça reste quand même du choix des partis politiques. Mais ce que je voudrais préciser quand même, c'est que, par exemple, quand on prend toutes les commissions des assistants, qui sont normalement des fonctionnaires ou bien des personnes engagées, qui sont chargés sur le principe d'accompagner à la décision ou bien à la compréhension les députés. C'est-à-dire que, par exemple, nous, dans notre commission, je peux demander à certains membres de la commission, il y a tel sujet que je souhaiterais ou bien tel élément que je cherche, et je peux vous dire qu'ils le font assez bien. Mais maintenant, c'est qu'ils ne le font pas dans une approche contradictoire. C'est-à-dire qu'ils vous donnent les événements en point. Maintenant, après, ce que vous en faites, vous êtes libre de faire ce que vous en voulez. Ce que on ne peut pas demander aux députés, même une fois qu'ils sont élus à l'Assemblée, de dire, oubliez d'où vous venez et mettez-vous, voilà, parce que chacun a son calcul politique. Mais je crois, sur l'ensemble de ce que je connais aujourd'hui, par exemple, on a le groupe parlementaire UFC, le groupe parlementaire net, je crois quand même que les députés membres de ces groupes parlementaires la font de leur possible, que ce soit au niveau de l'interpellation, que ce soit au niveau de l'action du contrôle, ou que ce soit au niveau même des amendements au niveau des textes. C'est vrai que moi je parle plus, c'est moi qu'on entend plus, mais ça ne veut pas dire que les autres ne parlent pas. Voilà, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas à la hauteur de ce que nous voudrions, mais à la limite, c'est que quand on prend les deux groupes parlementaires, on fait 11 sur 91, donc ça reste quand même assez limité. Mais je dois
convenir que si on regarde, et si même on peut comparer le volume de ce que nous faisons, des amendements que nous faisons, sur la base du nombre que nous sommes aujourd'hui, par rapport à ce que la législative dernière a fait, par rapport au nombre qui représente, non, il n'y a pas le jour, c'est le jour à la nuit, parce que la législative dernière, c'était beaucoup plus, on n'est pas d'accord, on quitte la table de négociation. Et je peux vous dire, et ça a été une confidence même d'un ministre, qu'à la limite, c'est quand il préférait de loin la législative dernière, parce qu'il savait que de toute façon, toutes les lois qu'ils amènent, on dit, on n'est pas d'accord, on s'en va. Que les petits là, la personne disait, bon, c'est quand même un aîné qui disait, les petits d'aujourd'hui là, quand on leur envoie des textes, ils vont chercher chez des experts, ils vont voir les syndicalistes, tout ça, on leur donne des éléments et ils viennent nous embrouiller. C'était un truc en disant aujourd'hui, autrefois en venant à l'Assemblée, on n'a même pas besoin de préparer notre texte parce qu'on se retrouve avec notre majorité tout simplement et c'est tranquille. Aujourd'hui, les petits là, ils vont venir nous embrouiller et nous sommes obligés, pour montrer aussi que nous maîtrisons, nous sommes obligés d'aller nous préparer. Et je peux vous dire le nombre de fois où il y a des textes qui sont arrivés et si un ministre n'était pas préparé, en tout cas en ce qui concerne notre commission ou bien des commissions auxquelles j'ai participé, bien souvent le texte finissait à repartir et à être retravaillé pour revenir. Parce que si tu ne défends pas bien ton texte en commission et que tu te retrouves embrouillé en plénière, ben c'est encore plus grave. Donc vous faites peur au ministre? Dans la mesure du possible, si ça peut continuer, ce serait une bonne chose. Je ne dis pas que je fais peur au ministre, mais bon, on essaie de leur faire comprendre que ce n'est pas une caisse d'enrichissement, contrairement à ce que les gens pensent. Oui, Alonio Yao Agbessi, il nous écrit de Lomé, a dit donc, mes questions sont les suivantes. Les députés sont les élus du peuple, quelle que soit leur appartenance politique. Que font les députés togolais pour lutter contre la cherté de la vie au Togo? Exemple, le prix du ciment par rapport aux autres pays de la sous-région. L'opposition togolaise ne manque-t-elle pas de stratégie par hasard pour arriver au bout du pouvoir en place? Le pouvoir législatif est-il vraiment indépendant au Togo? Je reviens encore, a-t-on besoin d'être président de la République avant de contribuer au développement de notre pays? Voilà quelqu'un qui me rejoint, j'ai un stade de lampadaire, je ne suis pas encore président. Voilà, on n'a pas obligé d'être président pour faire des petites choses dans la mesure de ses moyens. Non, je crois que, comme j'ai l'habitude de répondre de façon brute, on n'a pas d'Assemblée nationale complètement indépendante. Parce qu'une fois que l'Assemblée nationale est issue d'une majorité qui a le président au pouvoir, l'Assemblée nationale accompagne le parti au pouvoir. Vous regardez en France aujourd'hui, il y a des projets de loi même sur lesquels vous avez des députés d'En Marche qui ne sont pas d'accord, ils le disent, mais quand le vote arrive, ils votent pour leur majorité parlementaire. Donc vous n'avez pas, c'est très rare d'avoir une Assemblée nationale qui est complètement indépendante, sauf uniquement en cas de cohabitation. Mais là, c'est différent. Donc, c'est très rare d'avoir une Assemblée nationale qui se dit indépendante et qui n'accompagne pas l'action du parti qui est au pouvoir. Maintenant, de temps en temps, on peut avoir des situations sur lesquelles le gouvernement n'est pas, l'Assemblée nationale n'est pas en phase. Vous savez, moi, ça m'a étonné que les gens n'ont pas beaucoup réagi sur le fait que l'Assemblée nationale s'est opposée au gouvernement sur les délais de la loi de la loi portant état d'urgence. C'est vrai que les gens ont retenu uniquement le fait que l'Assemblée nationale a voté plus 12 mois au lieu de 6. Mais on ne s'est pas attardé sur le fait qu'il y a eu un risque même de crise institutionnelle parce que pour une fois, l'Assemblée nationale et le gouvernement sont affrontés. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où le gouvernement dit nous on veut les 6 mois et que l'Assemblée nationale dit nous on veut les 12 mois et on s'est séparés pour dire chacun va aller réfléchir. Donc de temps en temps, l'Assemblée nationale peut faire sa bronca, mais ce n'est pas systématique. Donc aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas dire que l'Assemblée nationale est complètement indépendante. Nous on est indépendants, mais nous n'avons pas la majorité, c'est le cas dans tous les pays. Mais il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, les députés qui sont à l'Assemblée nationale, j'en fais partie, nous avons quand même un impact positif sur les amendements et ceci aussi à l'actif du gouvernement qui fait preuve d'ouverture et qui, quand ils arrivent avec un texte, ils ne sont pas complètement obtus, renfermés en disant on ne veut rien entendre, mais ils écoutent nos arguments et une fois sur deux, ça passe. Merci pour la précision de vos questions qui embarrassent votre invité. Est-ce que M. Tama est embarrassable? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas dit embrassable, j'ai dit embarrassable. Bon, embrassable, ça dépend de celui que j'ai en face. Nous peinons à comprendre la ligne de défense de M. Tama en tant que député de l'opposition. C'est 4-3-2. Oui, sur plusieurs questions
posées, nous n'avons pas obtenu de réponse claire et suffisante sur le coût de ciment qui a augmenté au Togo alors que notre pays dispose de la matière première et qu'au même moment, le coût du ciment n'a jamais été revu à la baisse. Quand je le vois en train de se débrouiller à répondre à vos questions, sans pour autant convaincre, notre Parlement n'est-il pas ce que certains appellent une caisse d'enregistrement? C'est Innocent qui nous écrit de Dapan. Innocent sans être Kagbara. Ben écoutez, vous savez, la politique, c'est l'art de vendre des idées. C'est comme au marché, quoi. Vous arrivez, vous avez des ignames, vous vendez. Il y a des gens qui vont trouver que les ignames sont trop petites. Il y a des gens qui vont trouver que ce type d'igname-là ne donne pas ne fait pas un bon foufou. C'est la même chose. C'est que là, vous lisez des commentaires, il y a des gens qui trouvent que l'honorable se défend très bien. Il y a des gens qui vont trouver que ça se défend très bien. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt à la critique, ne faites pas le métier que nous faisons. Mais ce que je reconnais, peut-être qu'il a mal suivi le débat, je dis, je ne suis pas pour l'augmentation du prix du ciment. On parlait justement même du système libéral dans lequel je suis. Je dis, qu'on le veut ou non aujourd'hui, le Togo ne peut pas se lever pour dire je monte le ciment à 120 000 francs. Mais il n'en reste pas moins que vous avez des partenaires avec lesquels vous avez signé des contrats pour dire je veux que vous soyez dans mon pays, je veux que vous exploitez mon ciment et je veux que vous mettez en permanence de ciment de qualité sur le territoire. Maintenant, si la personne vient te dire que, et c'est les arguments, je n'ai fait que reprendre les arguments de Simtogo, je ne les analyse pas, et te dit qu'aujourd'hui les coûts de transport ont augmenté, ont explosé sur le plan international, ainsi de suite, je n'ai pas commenté. Je n'ai fait que prendre les arguments. On peut comprendre et on ne peut pas s'appuyer uniquement sur le fait que quelqu'un de l'extérieur peut nous vendre de façon de temps en temps du ciment en disant si son ciment coûte moins cher, il faut le faire là-dessus. Maintenant, c'est vrai que je suis un consommateur. J'aimerais bien qu'on achète le ciment à même 60 000 francs. Parce qu'entre-temps, on nous a même dit que Dangote voulait nous vendre le ciment à 60 000 francs. Maintenant, après, c'est que si vous le faites et que vous avez les personnes avec lesquelles vous êtes en contrat qui vont ailleurs et que demain, après, Dangote vous dit écoutez, je ne peux plus vous en vendre, le peuple sera le premier aussi à dire que les gens n'ont pas fait preuve de prévision. Dangote, ça peut être aussi une concurrence déloyale parce que Dangote n'a pas de structure, n'a pas d'industrie. Oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça les autres sont installés sur place. C'est pour ça que j'ai répondu en disant, vous savez, c'est le prototype de ce que la politique nous a habitués au Togo. C'est-à-dire que le type de réponse qu'on attend de l'opposant, que cela, c'est de dire que de toute façon, c'est pas normal, c'est mauvais, tout ça. Mais je dis, demain, il va être au pouvoir. Il faut aussi que je tienne compte des paramètres qui existent pour ne serait-ce que tenir compte des investissements qui sont faits. Parce qu'il ne suffit pas de crier. Je l'ai dit tout à l'heure, le chien qui aboie ne mord pas toujours. Donc il faut tenir compte des trucs pour dire oui, je peux comprendre ça. Mais maintenant, après, est-ce que le ciment coûte très cher? Oui, surtout que au Togolais, tu n'es rien si tu n'as pas construit. Bonjour le forum. Le Parlement togolais s'intéresse très peu aux questions d'éducation dans notre pays. Là, le député Kagbara, qui est dans la commission éducation, est interpellé. Les infrastructures sont très... Je viens de dire qu'on a introduit une proposition de loi. Les infrastructures sont très manquantes. Rendez-vous juste à l'EPP d'Ikame, à quelques mètres de Lomé. Les enfants étudient dans des conditions très déplorables. Préoccupez-vous, s'il vous plaît, de l'éducation. C'est Nour Mohamed qui nous écrit. Oui, et là même vous pouvez dire que l'Assemblée nationale, avec le concours, mais avec le plaidoyer de l'Assemblée nationale, vous savez aujourd'hui l'éducation c'est environ 25% du budget national. C'est-à-dire que c'est le budget le plus lourd aujourd'hui. Autrefois c'est l'agriculture. Sur le budget de 2021, c'est l'éducation. Donc voilà, mais maintenant est-ce qu'on peut faire tout en une journée? J'en sais rien. Je trouve, personnellement, c'est mon avis que le ministre Kokoroko fait des efforts, même si de toute façon, parfois je trouve que là la met trop lourde au niveau des sanctions, qui fait des efforts, mais à travers l'ensemble du pays, vous savez, c'est des milliers d'établissements. Moi, je suis député de l'Est Mono. Vous disiez tout à l'heure, Lampadaire, le nombre de fois où j'ai refait des tables bancs, le nombre de fois où j'ai refait des apatames. Je me souviens même, j'ai fait un apatame amélioré quelque part. Les gens sont moqués en disant ça, c'est un apatame, ça. Donc voilà, on fait des efforts parfois de façon localisée. Mais il est évident qu'aujourd'hui, l'école, comme beaucoup de secteurs de notre pays, sont en difficulté, mais en difficulté très grave. Même à Lomé, ici, vous savez, il y a de cela 3 ans. Je suis allé rénover 2 bâtiments au niveau du CG de Konapoué et j'ai été complètement choqué de me rendre compte qu'au cœur de Lomé, dans le lycée de CG de Konapoué, que les enfants sont assis à pas 4 sur le banc. Ça il ne faut pas aller à Dikame pour voir les conditions déplorables. Et puis, à l'époque, quand j'ai renouvelé cette école-là, c'est parce que dès qu'il pleuvait, les enfants quittaient la classe parce que ça coulait.
Il y a combien de cadres il n'y a pas dans Nikonakwe? Je ne vais pas citer de nom, on va dire que je vais encore m'attaquer à quelqu'un. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire. Soit vous interpellez Jean-Pierre Favre? Entre autres, d'ailleurs. Donc... Vous êtes provocateur. Bonjour, Djelitama. La Cour constitutionnelle a cassé le pass vaccinal pour accéder aux bâtiments publics. Mais force est de constater que le pass vaccinal est toujours réclamé. C'est Michel qui nous écrit. Non, il n'a pas cassé. En fait, il a dit que... Il a dit que c'est anticonstitutionnel. Non, le fait qu'on ne limite le pass vaccinal qu'à Lomé était anticonstitutionnel et qu'on n'a pas tenu compte du fait que il y a des mesures alternatives pour les gens qui n'ont pas la capacité ou bien qui sont en difficulté d'obtenir le pass vaccinal et éventuellement les gens qui, pour des raisons de santé, n'ont pas pu se vacciner ainsi de suite. Mais je peux vous dire que dans la foulée, le gouvernement a corrigé son texte. Mais ça fait partie, tout à l'heure vous l'avez dit, ça fait partie parfois des faiblesses du gouvernement. C'est qu'une fois que le texte a été corrigé, s'il a été validé, il faut le publier parce que les lois, on a beau dire que la loi est la loi, mais il faut que la loi puisse être accessible à l'ensemble du pays. Par exemple, je l'ai dit dans une des analyses que j'ai faites, c'est que les ordonnances, une fois qu'elles ont été prises, nous, en tant que députés, on doit nous les notifier pour qu'on sache que tiens, parce que en règle générale, c'est nous qui votons des lois. Maintenant, si on donne l'habilitation au gouvernement de prendre par ordonnance des mesures qui relèvent de la loi, il faut qu'une fois que ces ordonnances ont été prises, qu'elles nous soient notifiées, qu'elles soient notifiées à l'ensemble du pays. Donc, actuellement, je ne peux pas vous dire si la correction a été validée, mais je pense que normalement, dans les délais impartis, elle doit être validée. Est-ce qu'il faut une validation quand la Cour constitutionnelle dit que la loi elle est discriminatoire? Il suffit tout simplement de corriger. Est-ce que de facto... Non, le gouvernement a corrigé dans la foulée ce qui était discriminatoire et a renvoyé. Donc, du coup, si jusqu'à ce jour, ces mesures-là restent, c'est parce qu'ils ont renvoyé et je suppose que la Cour constitutionnelle a validé. Vous savez, il y a une chose que je déplore, je l'ai dit tout à l'heure encore, c'est que moi, je m'attendais à ce que n'importe qui, quelqu'un se lève pour saisir une juridiction administrative pour dire mes droits ont été bafoués sur la base d'une loi qui n'était pas encore entrée en vigueur. Ça aurait fait acte de jurisprudence. C'est-à-dire que quelqu'un dise, oui, moi, tant que la loi sur le pass vaccinal, l'ordonnance sur le pass vaccinal n'était pas encore effective, quand on m'a interdit, par exemple, l'accès à un bâtiment public, ou bien quelqu'un à qui on a interdit l'accès à un bâtiment public à l'intérieur du pays, à Tchévier par exemple, disent écoutez, moi on m'a interdit alors que l'ordonnance, même si elle n'était pas encore effective, ne parlait même pas de c'est bien de interdire une juridiction, mais faut-il avoir encore les moyens et les conseils? Et maintenant vous voulez que les députés aillent prendre des experts à 100 millions pour venir faire les expertises. Encore beaucoup de questions, mais on n'aura pas l'occasion de les traiter. Peut-être que je vous les enverrai. Il faut me les envoyer. Et puis entre deux billets, vous pouvez les traiter. Le non, problème, je ne pas par exemple, celui-là, il nous écrit du Niger, c'est Nasser. Le problème au Togo, c'est que l'État aime recruter les vrais mouilleurs de maillots de campagne électorale que les vraies compétences dans la fonction publique. Qui d'autre Pandjadaya Balouki de Sinkassé. Quand n'est-il pas, quand il n'y a pas de logements sociaux, un fonctionnaire de cadre C peut aussi jouir de ce logement. Monsieur Kwadaya Balouki, donc de Sinkassé. Bon, ce que je peux faire, c'est que comme Dieu merci, nous sommes aujourd'hui très, très liés par les réseaux. Je vais peut-être faire un petit post concernant mon passage ici. Et puis on vous interpelle aussi sur les questions de mèche, amine, etc. Mais nous n'aurons pas le temps de les traiter. Invitez-moi souvent. Vous serez invité. Vous êtes d'ailleurs invité très souvent sur notre plateau. Non, pas assez. Il faut que tous les samedis soient ici. À condition de nous envoyer beaucoup de lampadaires. Et d'ailleurs, j'ai une idée de cadeau à vous soumettre. New World est en promotion pour notre décodeur aujourd'hui, vous le savez. Oui, je vais en prendre un. Avec 5 000 francs seulement. Non, je vais en prendre un. Moi, je vous vois avoir 200, 300 pour pouvoir distribuer. Il faut varier les dons. Non, en fait, c'était bien à l'époque. Au lieu de lampadaires, il faut donner des décodeurs pour qu'on puisse vous suivre à l'intérieur du pays. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en abonnement. Donc, du coup, est-ce qu'il y a un intérêt à donner un décodeur à quelqu'un si vous un abonnement avec 1500 francs. 1500, on sent que vous n'avez pas vécu au village. Chez moi, pour avoir 1500, il faut monter sur 10 palmiers pour chercher les régimes, pour aller les vendre au marché pour avoir 1500. Ça veut dire qu'il y a possibilité d'avoir. Il faut trouver les 10 palmiers. En tout cas, la promotion continue. 5 000 francs, un décodeur et puis abonnement, toute chaîne. Non, je trouve que vous faites un bon travail. C'est pas parce que je suis là-dessus. Je vais prendre un parce qu'il y a de très bons programmes. Vous prendrez 200 francs. Vous prendrez 200 décodeurs. Dans ce cas-là, il vaut mieux ouvrir ma propre chaîne.
Merci, Jerry Tama, d'être passé. C'est un plaisir, ça reste toujours un plaisir d'échanger surtout avec toi. On passe de très bons moments ensemble et pourvu que ça dure. C'est la fin de New World Forum. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition sur votre chaîne. À très bientôt.